Bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui parler de l'écologie, donc la Torah et écologie. On va commencer par se présenter. Donc Ayeka, après je pense que tout le monde nous connaît ici. Ayeka, On est en terrain. voilà. Émile Ackerman, Myriam Ackerman, étudiant rabbin. On est en train d'étudier aux États-Unis pour revenir et créer la communauté de vos rêves, dont on va vous faire d'ailleurs un compte rendu bientôt, le compte rendu sur l'atelier qu'on avait fait avec participation de quelques personnes actives dans la communauté juive. Et c'est ça, dès que les vrais étaient là. Et donc on va essayer, on va vous faire un compte rendu et puis on va essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose qui revienne à chaque fois qu'on vient, qu'on puisse refaire un point à chaque fois sur comment on peut ensemble construire la communauté de demain. Ce Euh, qui est mieux veut dire, c'est qu'on essaye de rentrer en France très souvent pour vous voir parce qu'on vous aime bien, même si en fait on est mieux à New York. Ça c'est fait. Ça c'est dit. Bah, disons que c'est plus agréable, la vie juive est plus agréable à New York, du coup, en fait d'ailleurs notre réflexion, l'idée de faire un cours sur la Torah et écologie est partie de là, enfin, est partie de... On l'a jamais fait avant, non? On a fait antispécisme, enfin c'était pas envisagé sous l'angle de Torah et écologie en tout cas quand on a fait un cours là-dessus. Mais l'idée, c'était de partir d'une observation sur la manière dont les communautés sont organisées aussi, enfin, telles qu'on les voit dans les communautés orthodoxes modernes aux États-Unis, où je pense que la réflexion sur l'écologie prend une plus grande place. Euh, donc, après, on s'est dit, bah, c'est un peu pourquoi particulièrement à Sukkot, parce que c'est une fête qui est très axée sur le végétal, mais où on se pose beaucoup de questions sur notre rapport au végétal en tant que. Enfin, les questions que j'ai le plus entendues ces derniers jours, c'est mais qu'est-ce qu'on fait à secouer des trucs? Enfin, c'est vraiment extrêmement étrange. Pourquoi ces quatre espèces? Pourquoi on a l'air de reconduire des rituels païens alors qu'on sait bien que c'est pas le cas? Enfin, C'est ça. Et puis regardez un petit peu la tête des non-juifs qui nous croisent dans la rue et qui nous suivent du regard avec nos grosses branches, voilà, et nos gros citrons. Enfin, dit comme ça. c'est un peu difficile d'expliquer, un peu dur à comprendre. Donc on a l'impression qu'a priori on essaye de nous inviter à penser un certain rapport au végétal à travers Sukkot, c'est une manière de faire ça. On a l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui serait lié à la sanctification de la matière dans Sukkot, le fait de passer par quelque chose de matériel pour en arriver à quelque chose de spirituel, ça va nous permettre de réfléchir à notre rôle vis-à-vis de la création. Donc pour revenir un peu sur New York, enfin, pour raconter un peu notre vie à New York, on a eu l'impression que l'engagement pour le climat était, qu'il y avait une plus grande acuité liée à ces problèmes-là. Quand on est allé, par exemple, c'était quoi? C'était Chesed Day, c'est un jour organisé par la synagogue où on nous présentait plein d'ateliers de comment vous pouvez aider dans la communauté. On nous montrait comment mieux trier ses déchets. On était encouragés à aller faire la marche pour le climat directement, à acheter local, etc. Donc sur certains points, on se dit il y a quand même plus de réflexion sur ces questions-là qu'en France. Même si sur d'autres, c'est un peu le contraire. C'est Par ça. exemple, les sacs plastiques. On en reçoit 10 Ou, chaque. quand Et on va au supermarché, un article, un sac ah, plastique. c'est à peu près ça. Voilà. Donc, où j'ai l'impression que. Peut-être que ça explique quand tu penses. Oui. C'est Ouais, un suivi dans une société on te dit Après, ça, moi, en fait. j'ai plus l'impression que c'est aussi le milieu juif qu'on fréquente, qui est un milieu juif libéral au sens américain et de gauche, tandis que le gouvernement américain actuel n'a pas l'air de favoriser énormément les dispositions qui visent par exemple à réduire le nombre de sacs plastiques ou comme un peu ce qu'on a fait en France. Après, nous, je pense qu'on n'est pas non plus des grands militants écologistes, du coup, c'est vraiment plus sous l'axe de la réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des petits actes du quotidien. Après, nous, on a vraiment. Enfin, on a surtout axé sur essayer, pas d'améliorer notre alimentation, mais essayer de réduire notre consommation d'électricité, De viande. plus manger de viande, de moins manger de poisson, enfin plus de repas vegan quand on peut. Et c'est un peu, c'est parti de ces efforts et du coup de se dire c'est forcément ancré dans notre tradition ou on a envie de penser que c'est ancré dans notre tradition si ça y est. Où est-ce que c'est? On avait l'impression que ce qui était bien à New York, c'est que c'était pas deux choses dissociées. C'est t'es un juif et il s'avère que aussi on n'arrête pas de nous parler du réchauffement climatique et donc ce serait bien de commencer à faire des choses. On avait l'impression que ça s'inscrivait dans l'espace synagogal, le fait que ce Chesed Day s'était organisé dans le bâtiment où il y a la synagogue lui-même et qu'il y ait les rabbins de là-bas qui soient sur place en disant sois plus écolo. Bon, c'est un côté très responsabilisant, même si ça m'a aussi beaucoup la pression. On en a aussi tiré une réflexion un petit peu sur la Torah et la science, parce qu'aujourd'hui, il y a
un consensus a priori, un consensus scientifique sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique, dont une grosse partie est due à l'activité humaine. Et, on s'est dit on avait pu entendre, enfin, peut-être pas dans les milieux dans lesquels on vit nous aujourd'hui, mais on sait qu'il y a des milieux juifs encore où c'est pris avec de grosses pincettes, où la science en général est vue comme quelque chose, une sorte d'influence extérieure dont il faut se méfier. Peut-être pas les mathématiques ou la physique, la physique quantique, mais des choses voilà, toutes bêtes comme un consensus scientifique sur l'environnement et, des choses comme les dinosaures. Voilà, non, je sais, j'ai déjà entendu moi dans ma synagogue dans laquelle je suis allé, encore des choses comme oui, en fait les dinosaures c'est Dieu qui a mis ça c'est Dieu qui a mis ça comme épreuve en fait pour nous tester notre foi et en fait l'âge de la terre c'est dû au soufre du déluge de Noé. Enfin des genres de choses comme ça, on se dit peut-être qu'il y a un autre moyen. Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être pas le meilleur moyen d'essayer de concilier Torah et science. Peut-être qu'il y a un moyen de dire la Torah est là pour nous dire c'était il me semble que c'était le Rabbi Sachs, mais encore je suis pas sûr, qui avait écrit à un moment, un jour, à Stephen Hawking, où il avait dit, Hawkins. Hawkins, il avait dit, Ah, Hawking. non, c'est moi qui dis n'importe quoi. D'accord, c'est, Coupe-moi au yes. montage. Euh, c'est ça. Il avait dit il avait écrit une lettre à Stephen Hawking. Stephen Hawking avait dit, aujourd'hui avec ce qu'on sait sur l'univers, il n'y a plus besoin de penser qu'il y a un Dieu. Et il avait recadré, je crois que c'est Lord Sachs, mais je suis pas sûr. Il avait recadré en disant attendez, enfin, il y a la science qui nous explique le comment, et le comment ne doit jamais aller contre Dieu, et il y a la religion qui nous dit pourquoi. Et c'est deux choses différentes et qui sont pas censées se contredire. Je pense qu'un autre travers dans lequel on pourrait tomber assez facilement, c'est, je sais pas si vous connaissez Zamir Cohen et ses ouvrages, mais l'idée c'est de partir d'un consensus scientifique pour dire, regardez comme c'était là dans la Torah depuis le début. Il prenait à chaque fois des sortes d'interprétations kabbalistiques pour dire, regardez, à chaque fois la Torah avait prédit tout ce qu'on disait au niveau scientifique. Il n'y a pas ça avec l'âge de la Terre, par exemple, l'âge du monde, qu'en fait, du coup, avec des cycles de la Terre. Moi, c'est ça, exactement. Et moi, j'avais eu ça. Pile le bon Bon, âge. je suis avec, obligé d'en, Julien, exactement. Je suis obligé d'en parler maintenant. Vraiment ? Je suis obligé d'en parler maintenant parce que j'avais eu ça à l'école rabbinique à Vauclin, dont je tairai le nom de cet éminent professeur, dont m'avait vanté les talents, qui a supposé que a priori, l'urgence pour former les rabbins de demain était de faire un cours sur l'âge du monde. Et pourquoi le chiffre 5780 est le vrai chiffre. Et il arrivait, pareil, avec de savants calculs d'interprétation semi-pseudo-kabbalistique, à arriver à un grand nombre, beaucoup de millions. Et je lui avais dit, enfin, du coup, à quoi ça correspond? Parce qu'il y a l'âge de la Terre, 15 milliards, il y a l'âge de la Terre, 4 milliards, l'âge de l'univers, 15 milliards. À quoi ça correspond le chiffre? Il dit non, c'est juste beaucoup, je suis pas sûr que 15 milliards c'est un vrai chiffre. Donc j'étais un petit peu dépité de voir ça. Enfin là, l'idée, ça va pas être de dire, regardez, l'écologie, en fait, c'est quelque chose qui était dans la Torah depuis le début, ou enfin, on peut dire, il y a un souci qu'on pourrait qualifier d'écologique à l'heure actuelle, mais reste à le qualifier, à dire de quoi il s'agit exactement. Parce que je pense qu'on peut pas, par exemple, prendre la Torah et dire, regardez, le réchauffement climatique était là depuis le début, on a une prédiction sur l'augmentation du niveau de CO2, enfin, ça marche pas exactement comme ça, c'est plus, qu'est-ce qui, dans la Torah, peut se retrouver de l'ordre d'un souci écologique. Donc, par le souci d'honnêteté intellectuelle, on reprécise un peu le cadre et les risques. Et donc on va étudier aujourd'hui certains versets bibliques clés qu'on a isolés. Il y en a pas surtout un en fait. C'est surtout un, mais on va en présenter d'abord certains. On pense qu'on peut isoler dans certains versets déjà bibliques, et plus avec les commentaires et les commentateurs, un souci écologique, un souci de la Terre, une responsabilité des hommes vis-à-vis de la planète. Donc ce qu'on pourrait qualifier comme écologique aujourd'hui. Au départ, les Juifs qui vivaient en Israël, leur mode de vie reposait complètement sur l'agriculture. On dépendait de la pluie qui venait. C'est pour ça qu'on priait pour la pluie, qu'on priait pour la pluie au bon moment, qu'on priait pour la pluie juste après Sukkot, parce que c'était, enfin, Hashmini Atzeret, parce que c'était le moment, la fête de l'eau, le moment où on avait besoin de l'eau pour les récoltes. Et donc tout était calqué sur la vie agricole de la terre d'Israël. En soi, ça nous dit quelque chose sur le rapport à la terre que la Torah essaie d'avoir. Ça nous dit que la Torah essaie de nous donner. Et moi, j'ai pensé à quelque chose, j'ai pensé au Yovel.
la Shemitah et le Yovel. Vous savez, donc la Shemitah qui est donc tous les 7 ans et le Yovel tous les 49 ans, donc 7 fois 7. La Shemitah, c'était le repos de la terre. Il y avait le Shabbat de la terre. On devait laisser la terre se reposer. On devait arrêter de la travailler, arrêter d'ensemencer, arrêter de complètement. Alors que notre vie, elle dépendait de ça à l'époque. Elle dépendait du fait qu'on allait réussir à semer et à récolter au moment. Et en fait, ne pas faire ça pendant un an, c'est une folie. Dieu dit dans la Torah, non, vous inquiétez pas, c'est une folie, mais moi je serai là pour vous. Si vous respectez ça, alors je vous donnerai le double. Historiquement, on ne sait pas à quel point ça a été respecté sur quel nombre de temps, mais l'idée très très belle est là dans la Torah, de dire que il y a à un moment la terre qui revient à son propriétaire. On n'est pas censé la toucher et c'est appelé un Shabbat de la terre, comme un repos. Donc on sait que Shabbat, c'est a priori l'idée d'arrêter de créer, l'idée d'arrêter d'être dans la vie active. Et là, c'est la même chose pour la terre. On essaye de dire à l'homme qui travaille la terre tout le temps, qui se l'approprie complètement, qui la domine, on lui dit stop, pendant un an, tu fais rien. Pendant un an, la terre, elle est à son juste propriétaire, elle est à Dieu, elle est pas vraiment à toi. On peut dire que même dès le récit du Gan Eden, l'image qui se détache, c'est d'un être humain comme gardien de la terre, comme gardien de la planète, mais qu'il en serait dépositaire et que ce serait susceptible, enfin cette garde serait susceptible de lui être retirée. Bon, c'est d'ailleurs ce qui se passe au niveau du Gan Eden, où il y a aussi, c'est jamais interprété dans un sens écologique, mais il y a une mauvaise gestion qui est faite de la terre ou de l'espace qui a été confié. Là, ce serait un petit peu la même chose, ce serait dire que l'être humain est propriétaire de la terre, mais seulement dans une certaine limite, et il y a toujours une partie de la création qui reste indépendante de l'homme et même de l'action de l'homme. Et donc la création ne serait pas toute tournée vers l'homme, ou en tout cas ce serait sujet à une responsabilité. Il y a aussi, ça me rappelle, il y a aussi un verset sur la Shemitah qui disait également, Dieu disait également, rappelle-toi que tu es un invité dans la maison. Quoi. Ça Exactement. Pas, quoi. Je ne sais plus exactement le verset c'était quoi, mais c'était quelque chose comme ça, tu es un étranger parmi... Oui. Tu es un étranger. Oui. Et donc c'est dans l'Exode, donc il y a deux grosses références, surtout pour la Shemitah, si vous les voulez, c'est Exode 23, 10, donc Shemot, Kaf Gimel Yud, donc Yud et Yud Aleph, donc 10 et 11, et sinon l'autre c'est Lévitique, donc Vaïkra 26, 33, Kaf Vav Lamed Gimel. Et il y a, par exemple, et donc dans ce qui est parlant dans le verset de Lévitique, c'est que on te dit que le fait de ne pas respecter la Shemitah, ça va faire en sorte que Dieu va nous renvoyer de la terre. Le fait de ne pas respecter la Shemitah, c'est assez fort pour que Dieu nous dise vous ne méritez pas d'être sur la terre. Et c'est quelque chose de... Enfin, c'est pas forcément instinctif au départ. Il dit je vous répandrai parmi les nations et en gros ils vont vous tuer. Héritage ? La terre simplement sera complètement délaissée, toutes vos villes seront complètement détruites et comme ça, ce sera le salaire, enfin la rétribution juste du fait de ne pas avoir respecté la Shemitah, c'est-à-dire le fait de soit vous respectez la Shemitah et vous ne travaillez pas la terre, soit moi je vais vous expulser la terre sera complètement détruite, ravagée, et à ce moment-là, en fait, il y aura une Shemitah de fait. Et ça vous payerez en fait en triple, en quadruple à chaque fois. Je pense que ça fait un peu écho à des arguments qu'on entend à l'heure actuelle quand on dit sauver la planète. J'ai entendu des climatologues répondre en fait la planète n'est pas à sauver, c'est notre existence dans la planète qui est à sauver, au sens où ce qui peut arriver, c'est que le réchauffement climatique rende la planète difficilement habitable ou inhabitable pour l'homme, mais que la planète ne disparaîtrait pas elle-même. Ce serait une sorte de Yovel forcé, quoi. Si l'humain ne garde pas suffisamment la terre qui lui est donnée, alors il est renvoyé de la terre. Alors là, en l'occurrence, si on est renvoyé d'Israël, on est simplement en exil. Si on est renvoyé
la planète Terre, je sais pas, There's no on tente, plan B. voilà. C'est Allez, ça. on tente l'aventure sur Mars, je sais pas, mais donc ça poserait la question de qu'est-ce qui reste du coup. Là, en l'occurrence, rien. Enfin, il y aurait plus de rapport possible à la Voilà, Terre. et ça nous fait penser, donc c'est une sorte de contrat que Dieu fait avec nous. Dans ce rapport à la terre, à travers la Shemitah et le Yovel, il nous dit vous respectez, vous avez un certain rapport à la terre, et moi j'aurai donc un certain rapport avec vous. Et, euh, et donc ça va dans le sens de l'interprétation, encore une fois, de Rabbi Sachs, donc ex-Chief Rabbi Lord Sachs, pour être exact, et qu'il écrit Dans cet ordre-là. il écrit dans son livre la dignité de la différence. Les Juifs avaient pour mitzvah donc de conserver la terre et de pas la travailler pendant ces années-là de Shemitah, ju- pour pour leur apprendre en fait à ne pas poursuivre le gain À court à terme. court terme et plutôt de penser au long terme. Et encore une fois, c'est aussi un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les climatologues. On dit voilà, arrêtez. Enfin, il y a un moment où il y a l'exploitation des ressources, elle va trop loin. Un moment où juste, ce sera même dans la logique capitaliste de rentabilité, vous n'allez pas être rentable sur le long terme parce que vous allez tout casser. C'est-à-dire, Après, je pense que ça pose la question, est-ce que la logique capitaliste de rentabilité, est-ce que c'est la rentabilité sur le court terme ou est-ce qu'il y a la possibilité de penser... bon, moi je pense que les capitalistes sont quand même intelligents, mais oui. En l'occurrence, non, mais... Juste en quoi la Shemitah faisait penser à un objectif sur le long terme et pas sur le court terme. Dans le sens où elle te pousse à mettre en avant pas je veux mon pain demain, comment je vais manger demain, je dépends de la terre. C'est le fait de te remettre à une entité supérieure, de dire Dieu il t'a dit, il a signé un contrat avec toi, il t'a dit je vais te donner le double l'année d'avant. Donc t'inquiète pas, c'est pas le court terme que tu veux, c'est pas juste ah mais qu'est-ce que je veux, c'est on t'a dit quelque chose Mais et confiance. mais pour le coup, c'est chelou parce que si à la 40, enfin, les hommes voient bien si à la 49e année il y a vraiment eu le double ou pas. Alors ils Non, en mais parlent c'est vrai, beaucoup, si ils c'est en parlent censé être beaucoup. l'année d'avant Ils en parlent que- beaucoup aussi, oui. Ouais, du coup, C'est pour ça que c'est très Du coup, très s'il n'y a dur à pas mettre. vraiment eu le double, ils peuvent se dire bah. Alors, on fait la parenthèse c'est moderne une question orthodoxe. que On va tu faire la parenthèse moderne orthodoxe. Vraiment Il y a un bon exemple, encore une fois, dans le livre, notamment d'Eliezer Berkovitz, donc de La Torah n'est pas au ciel, mais pas que. On en trouve aussi dans le livre de David Hartman. En fait, dans la Gemara, enfin, il parle des exemples dans la Gemara, hein, les exemples sont dans la Gemara. Dans la Gemara, on voit que chaque génération de sages, les sages excluaient théoriquement des parcelles de land d'Israël, de la terre biblique d'Israël, dans le sens où elle ne serait pas considérée comme Israël bibliquement, et donc on aurait le droit de la travailler. Et chaque génération, les sages grignotaient des parcelles pour qu'en fait les juifs aient la permission de travailler à la 7e année en disant mais non, ça c'est pas vraiment Israël. C'était de grands antisionistes. c'est- Ils ont les enlevés progressivement. C'est ça, et au nom d'une entité supérieure toujours. Et il y a des rabbins qui arrivent, qui viennent voir le dernier, qui lui disent, mais attends, là il y a tes ancêtres, ils ont déjà enlevé ces parcelles, et leurs ancêtres avaient déjà enlevé ces parcelles. Qui te dit que pourquoi tes ancêtres, ils auraient pas enlevé la parcelle que toi t'essayes d'enlever? Dans le sens, t'es en train d'inventer quelque chose. Si elle était enlevée, elle aurait déjà été enlevée avant. Et il dit, non, non, mes ancêtres, dans leur grande bonté, m'ont laissé l'honneur et le mérite d'enlever cette parcelle d'Israël. C'est un honneur de pouvoir modifier théoriquement la loi pour pouvoir juste nourrir et faire vivre les Bnei Israël. Voilà, fin de la parenthèse moderne orthodoxe. Donc toujours l'idée d'avoir le donc long terme et pas le court terme, de penser à quelque chose d'autre. On a juste Bereshit au départ, donc après, donc dans le deuxième chapitre de Bereshit, donc après la deuxième création de l'homme, c'est qu'il y a deux créations de l'homme dans Bereshit. On a la première de l'être androgyne, et puis après on a homme et femme, On a la l'homme, séparation. La femme à partir de là. La femme à partir de l'homme, effectivement. Et donc, il a écrit Vayomer Elohim Tachia Aretz Deshe Esev Mazri Azera Etsperi Aseperi le Mino Asher Zarobo à la Aretz Vayichen. Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir des herbes renfermant une semence, des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur terre, et cela s'accomplit. Le premier Pérec, du coup. Totse Haaretz, Deshe Esev Mazri Azera le Mineu, Ve'etz Oseperi Asher Zarobo le Mineu, Vayar Elohim Kitov. La terre donne naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leurs semences selon leur espèce, aux arbres portant selon leur espèce, un fruit qui enferme sa semence, et Dieu considéra que c'était bon, que c'était bien, que c'était tov. Et on a
une fois la deuxième création de l'homme, la création du jardin d'Éden, et Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, et il lui dit, Vaikach Hashem Elokim ad Adam, Vayanicheu began Eden leavda ou le shamra. Il l'a placé pour qu'il le cultive. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde, shamra. Alors dans Tzadok Khan a traduit soigner. Mais donc en fait, les deux des premiers commandements, c'est ça. Parce qu'il y a aussi peut-être le fait de Milou et Haaretz et de la dominer. Il y a cette double responsabilité. Oui, tu as le droit tu la travailles, tu as le droit de la travailler, tu as le droit de prendre ses fruits. On n'est pas en train de dire, vous savez, il y a même des sectes aujourd'hui qui disent qu'il faut même pas se nourrir de légumes parce que, c'est-à-dire, ils souffrent aussi. C'est-à-dire, non, on a le droit. Fondamentalement, c'est pas un problème de cultiver la terre et même de la dominer, de lui faire violence. On lui fait violence à la terre, on fait jaillir des choses d'elle, on la travaille. Mais à côté, il faut shamra. Comment tu la gardes? Comment tu la travailles en la gardant? En fait, c'est cette tension-là qui est placée à la création de l'homme. Et on trouve ça très intéressant en soi, de dire que dès le départ, donc la société agricole, qui est la société juive, met ça comme fondation, elle met l'accent comme ça comme fondation de sa vie. Et on a un midrash donc sur le Lévitique donc 22:2 qui nous dit que toutes les choses, donc c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu si tu es au Talmud Torah ou en école juive, toutes les moindres petites choses les moindres petits insectes de la terre ont un rôle à jouer dans la création. Et il y a rien qui soit inutile. Il nous dit même les choses qui nous paraissent superficielles comme les mouches, les insectes, les moustiques, tout cela ils sont inclus dans le grand schéma de la création du monde. Et c'est ça qui est écrit dans le premier verset du deuxième chapitre de la Genèse, quand il dit tout est défini quand la terre va yechulu Hashamim varetz vechol tsevam, et tout ce qui était à l'intérieur. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est ça, c'est le moindre petit détail de la création. Donc encore une fois, pour nous dire que science et Torah sont pas là pour se contredire. Là, tout ce qui vient, les moindres petits détails de la création viennent s'intégrer dans le schéma. Donc si la science vient nous expliquer des choses, vient nous dire des choses sur ces petits détails de la création, sur les atomes, tout ça, c'est qu'il y a quelque chose à nous, c'est que même ça fait partie du schéma de la création et ça vient pas forcément, et à la limite ça ne devrait pas venir contredire la Torah.